Merci. Voilà. Très bien, donc on lance. Ok, on est sur Facebook là. Là, on est sur Facebook. Très Oui. bien. Très bien. Donc, bonjour à tous. Bonjour J'espère. Marwan. Bonjour Carlo, bonjour Stéphane. Bonjour. Euh, Bienvenue dans ce webinaire qui porte sur les défis lesquels doivent la jeunesse faire face dans un monde post-Covid. Aujourd'hui, plusieurs pays sont dans la période de déconfinement. En Europe, au Maroc, on se prépare. Et et ce déconfinement s'accompagne avec beaucoup aussi d'angoisse pour la jeunesse par rapport à son futur et comment il perçoit son avenir. Notamment, Carlo, vous êtes président de European Democrat Students. Stéphane Kruger, vous êtes représentant résident de la Konrad Adenauer Stiftung Maroc. Donc, je laisse la parole à Stéphane d'abord pour donner un mot d'ouverture et on revient avec vous, Carlo, pour discuter davantage du sujet. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Marwan. Félicitations pour l'organisation de cette rendez-vous et rencontre. Bonjour à tout le monde, chers participants, chers participants. Bonjour, Monsieur Carlo. Enchanté de vous rencontrer ici. Voilà, la Fondation Konrad Adenauer ici au Maroc. Nous travaillons surtout sur des politiques européennes ici au Maroc et bien sûr les politiques marocaines dans l'Union européenne. On a déjà reçu beaucoup d'échanges à travers de nos programmes à Bruxelles, dans la capitale européenne, mais aussi surtout avec Madame Doris Pack. On a reçu quelques échanges ici au Maroc. Elle a présenté à plusieurs événements ici au Maroc. Voilà, donc un peu le travail de la Fondation dans l'échange Union européenne et Maroc sur la participation des jeunes, l'économie sociale des marchés, les principes de l'état des droits et de la démocratie. Brièvement, et nous faisons ça depuis les années 87 à peu près ici au Maroc. Voilà, donc bien sûr, aujourd'hui, tout le monde, et nous parlons des thèmes de COVID-19 et la crise de Corona. Voilà, donc merci, Monsieur Carlo, d'être avec nous. Merci, Monsieur Marwan, d'organiser. Voilà, brièvement, ce que je voudrais dire. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous, Stéphane. Carlo, pourriez-vous vous présenter le travail de European Democrat Student? Oui, bien sûr, absolument. Premièrement, merci Marwan pour l'invitation à participer dans ce webinaire et aussi vielen Dank Stefan, guten Nachmittag. C'est un plaisir d'être ici aussi avec le représentant de la Fondation Konrad Adenauer au Maroc, une fondation qui aide et qui a soutenu le développement de la démocratie tout au long de l'Europe, mais aussi en Afrique du Nord, en Amérique latine, dans le sud-est asiatique. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir maintenir ce rapport avec eux. Donc, EDS est une organisation étudiante qui représente de nos jours près de 1 600 000 étudiants tout au long de l'Europe, mais aussi dans quelques pays du Moyen-Orient, notamment au Liban, Israël, mais aussi Arménie, et qui, effectivement, comme le PPE, a un grand intérêt aussi à développer un bon rapport avec le nord de l'Afrique, avec le Maroc, qui est en ce moment le pays qui est le plus développé et avec qui le PPE a déjà un très bon rapport avec le Rassemblement national des indépendants, avec le Parti de l'indépendance Istiklal. Donc, nous, comme organisation, nous avons aussi une histoire très longue qui date de 1961, quand l'organisation est fondée à Vienne pour promouvoir la démocratie et les valeurs du centre-droite
dans l'Europe qui, au moment de 61, était dividée à cause de la guerre froide. Donc, nous, on a travaillé comme organisation étudiante derrière le rideau de fer. On a travaillé dans les pays où la démocratie n'était pas encore arrivée, où nos valeurs étaient plus que menacées, mais les personnes qui défendaient nos valeurs étaient vraiment le faisaient au péril de leur propre vie. Et en ce faisant, on a développé une organisation qui petit à petit a commencé à devenir de plus en plus grande, qui a eu le support de grands chefs d'État comme Margaret Thatcher, comme Helmut Kohl, qui a eu aussi dans ses propres rangs des grands leaders qui après ont eu des positions politiques très, très importantes, enfin, comme Carl Bildt, qui est celui qui a donné le nom à notre organisation et qui plus tard est devenu le premier premier ministre suédois non socialiste après 62 ans de socialisme. Donc, on a une histoire très particulière, une histoire qui date de bien avant de la fondation du PPE, dont maintenant on est membre. On est maintenant les étudiants du PPE, l'organisation officielle étudiante du PPE, mais on a aussi le statut de ONG près du Conseil d'Europe. Donc ça, c'est à peu près l'histoire, un peu le positionnement politique que nous représentons, mais forcément, il y aurait bien plus de choses à dire sur EDS. On pourrait faire un webinaire juste sur comment on réussit à organiser et à maintenir cette organisation non seulement vivante, mais aussi très dynamique après quasiment 60 années d'histoire. Bien, Carlo. Vous êtes à la tête d'une organisation qui représente plus de 1,6 million d'étudiants, comme vous l'avez rappelé. Et ces 1,6 million d'étudiants aujourd'hui voient leur avenir avec un regard perplexe. Ceux qui sont des étudiants qui sont des lauréats, des futurs lauréats, qui doivent intégrer le marché d'emploi dans un contexte de crise et de fermeture de ce marché. Est-ce que cela ne frustrera pas la jeunesse européenne et de surcroît que la jeunesse européenne soit tentée par des choix politiques assez extrêmes? Oui, absolument. S'il y a une chose qui m'est claire à ce stade de l'épidémie, c'est que la maladie a certes épargné les jeunes, a certes épargné les étudiants qui ont été quand même le strate de la société le moins atteint par la Covid, mais le monde post-Covid ne va pas épargner les jeunes, ne va pas épargner ceux qui ne se sont pas permis une éducation supérieure de qualité, une éducation qui leur permette d'accéder au marché du travail avec suffisamment de garanties. Et donc, je pense qu'il y aura certainement des mouvements qui vont ramasser toutes ces inquiétudes et aussi toutes ces angoisses qui certainement va devenir haine au bout d'un moment, après la frustration d'années et d'années sans un travail de qualité. Et c'est pour ça que maintenant, les partis qui sont plus au centre, qui sont plus modérés, on doit faire un grand travail pédagogique pour expliquer qu'il n'y a pas de sortie simple pour cette crise, qu'on ne va pas se récupérer et on ne va pas rebondir l'économie comme ça d'un jour d'un jour à l'autre, mais qu'il faudra travailler, qu'il faudra s'efforcer, qu'il y aura bien des sacrifices à faire, soit du côté des plus jeunes, mais aussi du côté des gouvernements, du côté des entreprises. Et sans unité, sans solidarité, on ne pourra pas sortir de cette crise économique que, comme j'ai dit, ne va certainement pas essayer d'épargner les jeunes. C'est ce qu'on a vu lors de la dernière crise économique du 2008. Et je ne pense pas que maintenant les marchés vont se porter différemment. Très bien, Carlo. Et vous venez d'un pays, l'Espagne, un des pays les plus touchés par le Covid-19 en Europe. Comment aujourd'hui la jeunesse en Espagne vit le début du déconfinement ou de lueur d'espoir post-Covid? Forcément, les jeunes sont contents de finir le confinement, de commencer cette phase de déconfinement, de pouvoir sortir, de pouvoir revoir les copains, de pouvoir faire un peu
les activités de loisirs qui sont plus propres à notre âge. Et aussi, avec l'été qui se rapproche, je pense qu'il y a à ce moment-là un peu un pic d'euphorie, disons. Mais ça dépend à qui on demande. Et en ce moment, en Espagne, je ne connais pas exactement le dernier chiffre exact, mais il y a un taux de personnes au chômage et un taux de chômeurs qui est extrêmement élevé. On parle maintenant d'un taux de chômage dans les jeunes qui probablement est revenu sur le 50%. On parle de taux voire plus. On voit un taux de chômage qui va atteindre probablement le 40% sur le total de la population espagnole. C'est des situations dramatiques, des familles entières qui n'ont plus aucun salaire, qui n'ont aucune possibilité économique. Et en même temps, on voit que le gouvernement continue à faire des grandes avancées sur nos libertés, sur nos droits constitutionnels et qui veulent nous priver du droit aussi de protester, veulent nous priver du droit de nous opposer à certaines décisions du gouvernement qui sont absolument effrayantes, arbitraires. Et donc, je pense que même si ces jours-ci sont un peu des jours aussi de relâchement ou après des mois enfermés à la maison, finalement, la plus grande partie des jeunes peuvent sortir, peuvent revoir leurs copains, mais ça ne va pas durer longtemps. La réalité est très dure, surtout pour les jeunes. Et il y a beaucoup de familles où tous les membres qui ont l'âge de travailler, qui sont au chômage maintenant. Je ne pense pas que ce sera facile. Je pense qu'on ne pourra pas revenir à la normalité qu'on avait jusqu'à l'an dernier, où en Espagne, le taux de personnes au travail n'arrêtait pas d'augmenter, notamment sous notre gouvernement, sous le gouvernement de Mariano Rajoy, qui d'ailleurs aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a perdu le gouvernement malheureusement. On avait créé 500 000 postes de travail tous les ans. Maintenant, ça sera plutôt le contraire. Cette année, on s'attend à une dépression de à peu près le 15-16% du PIB, ce qui est absolument effrayant, ce qui représente des taux à peu près similaires à ce qu'on voit pendant une guerre ou pendant une occupation militaire. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner un message de beaucoup d'espoir dans les prochains mois, mais on espère qu'avec les positions prises par l'opposition, avec le soutien de la population qu'on est en train de ressentir comme partie de l'opposition, on espère que sur le long terme, on pourra donner un peu plus de lumière et d'espoir aux jeunes. Bien, Carlo, alors moi, je commence déjà à recevoir des questions. Alors, une personne m'a posé la question, comment aujourd'hui les étudiants peuvent agir dans ce contexte et quelles mesures créées par l'Union européenne pour faire face à cette crise? Alors, les mesures prises par l'Union européenne, bien évidemment, je pourrais commencer par la partie la plus facile, qui serait que faire des étudiants qui étaient partis en Erasmus pendant la crise. Ça sera facile l'an prochain, parce que probablement, ils vont recevoir à nouveau le soutien de l'Erasmus. Mais je ne pense pas qu'il y ait de réponse concrète à présent. Il y a eu des réponses pour soutenir le système sanitaire des pays membres. Il y a eu une réponse qui est en train de se construire pour soutenir les finances publiques vis-à-vis de l'endettement des États, que les États doivent quand même jouer un rôle actif dans cette partie de déconfinement et qui sont en train d'augmenter leur dette. Et donc, la Banque centrale européenne a pris un rôle décisif. Mais il manque encore des consensus au sein du Conseil et qui vont donner des chiffres exacts et qui vont donner le montant exact de soutien qu'on pourra offrir aux jeunes. Il y a la Youth Guarantee, je ne sais pas exactement quel est le nom du programme en anglais, mais c'est des aides pour les jeunes, pour les aider à entreprendre, à créer des startups, etc., etc. Donc, il faut soutenir l'innovation, il faut soutenir les universités pour qu'on ne perde pas de qualité dans l'enseignement.
Après, forcément, nous, on va bénéficier de tous les avantages d'appartenir à l'Union européenne, c'est-à-dire on fait partie d'un marché unique. On a aussi des possibilités qui favorisent qu'une licence d'une université en Espagne puisse être reconnue en Pologne. Donc, la mobilité du marché du travail est très grande et c'est pour ça aussi qu'en partie, on va réussir à surmonter cette crise. Comme on l'a fait en 2008, forcément, il y aura beaucoup de jeunes qui ne trouveront pas d'opportunités et des opportunités. Donc, comme tu vois, ce n'est pas un futur, un horizon plein d'espoir, mais plutôt d'inquiétude. On manque encore de réponses. Malheureusement, mettre d'accord 27 pays, ce n'est pas facile, ça prend du temps. Il faut dire quand même que la réponse a été bien plus rapide que lors de la dernière crise, qu'il y a déjà des fonds qui se sont en train de constituer, des fonds qui sont suffisamment importants pour faire repartir l'économie. Mais il y a aussi les risques politiques. En Espagne, on a un gouvernement entre socialistes et communistes qui ne prend pas les mesures adéquates pour repartir du point de vue économique et donc qui va mettre en danger toute cette récupération économique. Mais on ne peut pas encore parler de solutions concrètes et c'est d'ailleurs ce que nous, comme EDS, nous demandons à notre parti, mais aussi aux institutions européennes et aux États membres. Bien, Carlo. Aujourd'hui, les enjeux de la jeunesse sont pareils, que ce soit dans la rive nord de la Méditerranée pour nous, c'est-à-dire vous en Europe, que ceux qui sont dans la rive sud par rapport à vous, qui sont le Maroc, le Maghreb, l'Afrique. Les enjeux aujourd'hui sont communs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps d'unir une voix de la jeunesse et qu'elle puisse peser dans le cadre d'un consensus international et dans les décisions qui vont être certainement prises par le G7, le G20 ou la communauté internationale? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je sais que, par exemple, dans le G20 qui allait se tenir en Arabie Saoudite vers mi-octobre, nous, on allait avoir aussi une voix, une représentation dans ce qui est appelé G20 Youth. On a notre voix, on a un poids, surtout dans des organisations bien structurées comme EDS, où nous, on fait partie de l'Assemblée politique du Parti populaire, le Parti populaire européen, et on fait partie aussi du Conseil d'Europe, de la partie des jeunes. Donc, on fait partie d'organisations qui ont déjà un poids de décision important au sein de l'Union européenne, parce qu'il faut quand même savoir que les décisions les plus importantes sont ici à Bruxelles. Parce qu'on a vu qu'au début de la crise, quand les États membres n'étaient pas coordonnés, quand on a manqué de consensus, les États européens, au lieu de coopérer, ce qu'ils ont fait, ça a été d'essayer de piétiner le voisin et d'essayer d'en profiter, de bloquer certains stocks de produits médicaux et sanitaires qui devaient arriver. Donc maintenant, on a finalement compris que cette pandémie ne comprend pas exactement ce qui est une frontière et que la crise économique non plus va le comprendre. Donc, il faut agir en commun. Nous, on est ici, à Bruxelles. On réussit à quand même être la voix plus d'une quarantaine d'organisations. Votre parti, le RNI, fait aussi partie maintenant du Parti populaire européen. Nous, on espère aussi de pouvoir travailler avec les jeunes Marocains, de pouvoir avoir une voix marocaine qui s'élève au sein du conseil de l'EDS et qui puisse donc aussi aider à mettre en commun les idées des jeunes qui viennent des deux côtés de la Méditerranée. On a des organisations de la Méditerranée très fortes, très actives, comme les Chypriotes, comme les Grecs, comme les Italiens, comme les Espagnols, que donc, je représente. Bien, Carlo. Alors, pour revenir juste par rapport à un retour d'expérience au Maroc, comment les jeunes se sont mobilisés ici au Maroc pour faire face au Covid, on a vu qu'il y avait un certain élan de solidarité d'abord, mais aussi un certain éveil de la conscience de l'innovation. La jeunesse a tout de suite été résiliente, a pu participer à l'élan de solidarité, mais on a aussi innové à travers
la fabrication de quelques masques. Là, j'ai quelques prototypes de ce qui peut s'appeler comme une visière. Des masques, le Maroc, maintenant, il en produit plus de 5 millions par jour, si les chiffres, si j'ai les bons chiffres. Alors, vous, en Europe, quel élan d'innovation, de solidarité la jeunesse a-t-elle fait preuve dans ce contexte de Covid? Alors, forcément, il y a eu un moment et qui est encore ici de solidarité. Beaucoup de nos organisations se sont mises au travail dès le premier jour pour donner un soutien dans des choses concrètes, ponctuelles, pour aider le strate de la population qui était le plus atteint par la Covid, c'est-à-dire les personnes plus âgées et aussi les personnes avec des maladies chroniques. On a mis en place, enfin, je parle, je dis on, mais ça a été une décision des organisations concrètement sur les territoires. Nous, on peut faire la coordination ici à Bruxelles, mais c'est difficile pour nous quand même de faire une action comme EDS en Espagne, alors que ça sera NNGG qui va faire cette action. Mais on a quand même suivi tout ce qui a été fait. On a vu que la plupart des organisations se sont mises d'accord pour que les jeunes qui étaient moins atteints par la maladie aillent au supermarché au lieu des personnes âgées, au lieu des personnes avec des maladies chroniques, qui fassent du soutien moral aussi, c'est-à-dire répondre au téléphone pour des personnes qui sont seules, qui sont dans un appartement toutes seules et qui ne peuvent pas sortir et qui donc ressentent cette solitude qui fait peut-être autant mal qu'une maladie et qui a des conséquences psychologiques énormes. Il y a eu toute une série de mouvements de solidarité, ce qui est quand même touchant et qui à la fois donne beaucoup d'espoir dans notre génération qui ne lâche pas, qui est consciente aussi qu'il y a eu des générations avant eux qui nous ont donné beaucoup de liberté, qui nous ont donné la croissance qu'on a aujourd'hui. Donc, ça a été émouvant de voir tout ça qui s'est passé à peu près dans tous les pays où on est présent. Il n'y a pas une seule organisation qui n'ait pas le réflexe d'organiser des choses, enfin des actions de solidarité. C'est quelque chose de très beau à voir. On est très content. On a vu aussi comment certains de nos membres qui à la fois font de la politique, mais qui travaillent dans les services médicaux, donc des docteurs, des infirmières, etc., se sont rendus disponibles immédiatement à l'État sans s'attendre à rien en échange pour pouvoir aller aider dans les hôpitaux où forcément les médecins, le personnel sanitaire a été très très atteint. En Espagne, 25% des cas enregistrés comme positifs de Covid, c'est justement du personnel sanitaire, ce qui est extrêmement grave. Alors, nos jeunes qui ont une préparation dans ce champ-là se sont tout de suite rendus disponibles. Il y a aussi eu des ingénieurs qui ont développé des technologies, qui ont offert des appareils qui étaient nécessaires pour le traitement de la COVID. Et il y a eu plein de mouvements. Je pense qu'il n'y a pas eu encore suffisamment de temps pour analyser, pour voir exactement tout ce qui a été fait. Mais je suis sûr et certain que les organisations de EDS ont été à l'auteur. On a fait tout ce qui était dans nos mains, c'est aussi ce qui compte, ce qui est important. Je suis sûr que beaucoup de nos membres ont aidé à sauver des vies humaines. Et à la fin, c'est ce qui compte. La vie, c'est quand même le don le plus important qu'on a et c'est ce qu'on doit prioriser. Avant tout, c'est la vie. Alors, j'ai une autre question d'un jeune qui s'appelle Riyad. Quand est-ce que l'Union européenne ouvrira ses frontières pour les étudiants étrangers admis dans vos universités européennes ou pour une double diplomation? Est-ce que vous allez plaider pour un accueil encore plus large des étudiants non européens au sein des universités européennes? Forcément, nous, on a déjà écrit plusieurs documents sur la mobilité des étudiants européens, non européens, que nous, on veut soutenir. Si quelqu'un est admis dans une université européenne, il vient faire partie de la communauté étudiante qu'il existe en Europe. Pas nécessairement par affinité à EDS, mais il fait partie d'une communauté qui est représentée par EDS, par les jeunes socialistes, par tout le monde.
Et donc, il faut soutenir n'importe quelle personne qui a droit à une place dans une université. Cependant, les frontières ne se sont pas réouvertes totalement. Enfin, d'ailleurs, ne se sont pas réouvertes du tout. L'espace Schengen est toujours suspendu. Ça ne sera pas facile d'avoir une réponse unique. Probablement, un étudiant qui est admis en Hongrie à l'université de Budapest aura beaucoup plus de possibilités de rejoindre ses collègues et son université que quelqu'un qui a été admis à l'université de Milan, qui est toujours une ville très atteinte par la Covid. Donc, il faut voir, il faut examiner quelle est la situation épidémiologique sur le terrain pour pouvoir savoir combien de temps on mettra à les admettre. Si la question était plutôt dans un monde de post-Covid, où il n'y a plus d'épidémie en jeu, pour donc blocage aux frontières, etc., etc., absolument. Nous, on pense que les universités européennes doivent être au centre de l'éducation et de l'académie mondiale, qu'on doit améliorer nos résultats. Il y a beaucoup de choses à faire pour les universités et forcément, il y a beaucoup de talent qui vient de l'extérieur et on ne veut pas se fermer à ce talent. On pense que les universités sont un espace qui doit être ouvert à l'universitas. Non, c'est un peu le terme en soi, l'étymologie du terme parle de l'universitas, donc du tout. Donc, on ne peut pas fermer un espace comme l'université, on ne peut pas le fermer à des étudiants étrangers comme on ne peut pas le fermer au talent, comme on ne peut pas le fermer à certains débats qui doivent prendre place. Et là, j'introduis aussi un peu l'élément idéologique dans ce moment-là. Beaucoup d'universités n'acceptent pas certains types de débats qui sont propres plutôt au mouvement conservateur et donc sont prises par la gauche. Et c'est aussi un de nos éléments enfin, pas de bataille, je ne veux pas utiliser des termes comme ça, mais un peu de nos éléments de revendication. Bien, Carlo, pardon. Aujourd'hui, on voit que dans le cadre des échanges, que ce soit Erasmus+, ou on cadre des partenariats entre des universités, que les étudiants européens ont beaucoup plus un goût à aller faire des échanges pour l'Atlantique, l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, tandis qu'il y a beaucoup d'opportunités de cadres de partenariats qui peuvent être élaborés pour encourager les étudiants à la fois européens de venir s'enquérir comment le Maghreb et l'Afrique marchent et de vice-versa, que les étudiants maghrébins, africains puissent partir davantage en Europe, qui puissent s'enquérir comment l'Europe marche. Tout cela dans un contexte où l'Union européenne préparait un sommet Union africaine, Union européenne. Est-ce que vous pensez pouvoir mettre ça sur l'agenda européen? Absolument. Et c'est aussi pour ça, c'est pourquoi nous, on veut absolument avoir des membres qui viennent de l'Afrique du Nord. On veut avoir des représentants du Maghreb qui participent à nos événements. Forcément, il faut trouver une solution parce que nous, on reste quand même attachés à une réalité qui est celle de l'Union européenne, mais on a dans nos statuts la possibilité d'avoir une voix qui vienne au-delà de l'Union européenne. Et c'est pour ça, et c'est exactement ce que vous devez faire. Nous, on a nos portes ouvertes et nous, on s'attend aussi à que quelqu'un nous offre la main. Donc, c'est un travail qui doit être bilatéral. Nous, on va mettre tout de notre côté pour pouvoir ouvrir cet espace de dialogue et pour pouvoir trouver ces solutions. D'ailleurs, c'est une remarque avec laquelle je suis absolument d'accord. Quand moi, j'ai dû choisir, à la fin, par des motifs variés, j'ai choisi de ne pas faire d'échange pendant mon éducation universitaire. Mais l'offerte que j'avais était essentiellement Amérique latine, Sud-Est asiatique, États-Unis, et après j'avais l'université de Jérusalem et beaucoup d'universités européennes forcément. Pourquoi il n'y avait pas d'université de l'Afrique du Nord? Certainement, c'est dû à un manque d'échange qui doit être bilatéral. Ce n'est pas quelque chose qui peut venir juste d'une direction. Ce n'est pas juste l'Europe qui doit se rapprocher. C'est aussi les pays qui ont intérêt à ouvrir les portes de leur université. Mais je suis absolument d'accord. Ce serait très intéressant d'avoir une offerte
universitaires plus fortes au Maroc, Tunisie, Égypte. Enfin, il y a des pays qui ont beaucoup à offrir aux étudiants, qui sont passionnants. Je pense que aussi moi, j'aimerais beaucoup faire une expérience à Rabat ou à Casa. C'est-à-dire, nous, on n'est pas fermé sur ce sujet. D'ailleurs, ce qu'on veut, c'est avoir plus de feedback, plus de input de votre côté pour pouvoir pour pouvoir proposer des choses concrètes à notre parti. Très bien, Carlo, très bonne interaction. Quoique les flux sont beaucoup plus faciles du nord vers le sud que du sud vers le nord. Je pense qu'aujourd'hui, un étudiant euh, espagnol ou allemand aura beaucoup plus de facilité à venir, que ce soit en Maghreb ou en Afrique, qu'un étudiant sénégalais ou ivoirien ou marocain ou algérien d'aller vers le nord, c'est-à-dire dans une université espagnole, allemande ou tout autre. Tout cela dans… Oui, non, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Il y a beaucoup enfin, il y a beaucoup de raisons pour ça et ça fait partie aussi des choses qu'il faut mettre sur la table quand on parle des rapports entre Union africaine, Union européenne, aussi pour les rapports bilatéraux entre États. C'est quelque chose à ce que nous, on tient particulièrement. On est une organisation régionale qui croit à l'intégration régionale, qui croit à l'identité européenne. Donc, pour nous, envisager ce genre d'échange, c'est absolument naturel. Nous, on a ouvert un chapitre sur l'Amérique latine qui n'existait pas encore pour EDS. On a ouvert un chapitre vers l'Asie, vers les États-Unis. Et prochainement, ce qu'on aimerait aussi, c'est de pouvoir compter sur des organisations qui viennent du côté sud de la Méditerranée pour pouvoir aller là-bas aussi. On a une vision de l'Europe qui est une Europe globale. Nous, on ne pense pas à une Europe qui doit se renfermer sur elle-même, mais une Europe qui doit s'ouvrir, qui doit prendre sa place naturelle dans la géopolitique, dans le jeu politique mondial. Et l'éducation fait partie de tout ça. Très bien. Pour revenir au contexte du Covid, quelle mise à niveau aujourd'hui faut-il faire des universités dans un contexte pareil? Alors, pour avoir un point de vue un peu plus global, dans le moment le plus dur de la pandémie, à peu près le 80% des étudiants dans le monde n'avaient plus accès aux établissements d'enseignement, soit établissements scolaires, universitaires, enfin, d'autres types. 80% des étudiants n'avaient plus accès aux établissements. Ce que j'ai vu, pour moi, au moins, c'était un peu faire le test sur les réalités que je connais, qui sont aussi des réalités très diverses et variées. C'est qu'en Europe, la partie d'enseignement s'est très bien passée, c'est-à-dire les universités, les écoles étaient déjà pratiquement prêtes à une situation comme ça. Il y avait des plans pour la digitalisation de l'enseignement au niveau européen depuis 2015. Donc, il y avait déjà des logiciels, des systèmes. Certes, ça a mis un peu à être… Ça n'a pas été mis en place très rapidement. Il y a eu un peu de travail. Mais en question d'une semaine, 2 semaines, en fonction du pays, l'enseignement digital a été mis en place et tout s'est bien passé. Après, forcément, dans d'autres continents, la réalité est différente. La capacité technologique de certains États, aussi d'Amérique latine, de l'Asie, aussi de l'Europe de l'Est, la partie qui n'est pas encore dans l'Union européenne, ils ont mis plus longtemps, ils ont eu du mal. Certains n'ont pas encore accès à l'enseignement et ça, c'est très grave. Alors, dans ce que c'est bien passé, c'est ce que je viens d'expliquer. La partie des cours s'est bien passée. Le problème,
c'est l'évaluation. Donc, il n'y a pas eu un standard ou une mise en commun de comment les étudiants allaient être évalués. C'est-à-dire que chaque université en Europe a décidé un peu de façon individuelle comment les étudiants allaient être évalués et ça génère forcément des inégalités entre universités alors que l'Union européenne cherche à mettre en commun toutes les universités, à faire en façon que tous les titres officiels soient reconnus automatiquement. Et là, c'est où je pense où les choses vont se passer un peu pire. On est en train de rentrer dans la période d'examen. Donc, en ce moment, il y aurait dû avoir le bac. Enfin, dans quelques semaines, il n'y aura pas de bac. Tous les pays ont décidé de faire un peu n'importe comment. Ils ont décidé, je pense, nous, on était très critiques sur ce sujet. Il n'y a pas eu un sommet de ministre d'éducation pour parler de comment on allait évaluer les étudiants dans une situation d'épidémie comme celle-là. Donc ça, c'est la plus grande critique. Et après, forcément, on doit se rendre compte qu'une situation comme ça pourrait se répéter et tous les pays du monde entier doivent être prêts à donner une réponse concrète à des situations comme celle-ci. Bien, Carlo, pour revenir à ton parcours, vous avez 23 ans, malgré votre jeune âge, vous avez pu prononcer des discours devant les grands de ce monde et les grands de l'UE, à savoir Merkel, Pablo Casado, Donald Tusk, Antonio Tajani, donc ceux qui font le paysage politique européen. Vous êtes ce qu'on peut appeler un success story de l'Union européenne. Quel retour et partage d'expérience vous pouvez faire avec d'autres jeunes, peut-être marocains et maghrébins, qui, pour susciter l'envie de s'engager davantage dans la chose publique et qu'ils puissent être des leaders dans leur communauté? Alors, bon, je ne sais pas encore si je définirais mon histoire comme success story, mais certainement, j'ai atteint beaucoup d'objectifs qui me semblaient impossibles il y a à peine quelques années. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette possibilité, d'avoir la possibilité de dialoguer et d'avoir un échange direct avec certaines personnalités politiques en Europe qui ont un pouvoir de décision énorme. Quel conseil je donnerais? Je donnerais le conseil d'abord d'être loyal à une organisation, de s'investir, de choisir avec beaucoup de conscience le parti politique ou le mouvement politique où ils veulent s'engager. Ce n'est pas un choix qu'il faut faire au hasard, qu'il faut faire en fonction seulement de la taille d'un parti. Il y a des partis petits qui donnent beaucoup, il y a des partis grands où les jeunes n'ont pas d'espace. Il faut choisir très bien quelle est la cause qu'on veut défendre. Dans mon cas, je pense que j'ai été poussé par la cause de la liberté en Catalogne. Donc, moi, j'ai étudié, j'ai grandi à Barcelone, où il y a beaucoup de problèmes, de difficultés pour s'exprimer librement au sujet de l'unité de l'Espagne, au sujet de la constitution espagnole, des droits. Et ça, c'est ce qui m'a poussé d'un très jeune âge à m'engager politiquement. Donc, il faut trouver une cause qui puisse te pousser à aller au-delà, à faire un certain sacrifice, parce que ce n'est pas une vie facile, ce n'est pas quelque chose qui économiquement reporte beaucoup. D'ailleurs, ça ne reporte rien économiquement, tout ce que j'ai fait. Mais ça donne une expérience forcément qui après sera un atout pour, si je veux rentrer dans le monde privé, ça sera un grand atout que j'ai maintenant. Il faut être convaincu, il faut avoir une cause, il faut lutter pour cette cause, il faut être un peu idéaliste, il faut être loyal. Et après, il faut aussi respecter beaucoup les organisations où on est membre. Je pense que le vrai success story, c'est celui de EDS, de l'organisation que maintenant j'ai l'honneur de représenter en tant que président, mais qui quand même a su se maintenir pendant 59 années déjà. Et toutes les années, il y a eu un congrès où on a élu un nouveau président. Et c'est un peu
cet oxygène démocratique qu'on a tous les étés où on a un peu la tension des primaires qui permet aussi que les gens soient actifs, que les gens veulent participer, qu'ils veulent donner le meilleur de soi-même pour démontrer qu'ils méritent une place ici dans le bureau de DS. Et c'est grâce à ça, il faut s'investir, il faut travailler, il faut faire un grand effort. La politique, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont se trouver mieux ailleurs, qui vont se trouver mieux dans une boîte, qui vont se trouver mieux dans le monde de l'académie. Si on essaye et ça ne se passe pas bien, ce n'est pas la fin du monde. Si on perd une élection, ce n'est pas la fin du monde. Donc, il faut aussi avoir un côté un peu plus froid, de pouvoir évaluer les choses avec sang-froid. La politique, très souvent, surtout dans ces dernières années, a été dirigée plutôt par des sentiments enfin des impulses plus primitifs. Donc, c'est un peu ça. Il faut avoir aussi un peu de chance. Je ne sais pas. Il y a un peu de tout. Je ne sais pas exactement si je devais dire comment je suis arrivé à être président de DS. Je peux savoir qui m'a soutenu, qui était avec moi, mais il y a eu beaucoup de chance. J'étais au bon endroit au bon moment aussi. Mais après, il faut savoir si on peut être validé dans une position ou dans une autre. Je pense que j'ai des atouts pour diriger une organisation internationale. Peut-être d'autres personnes ont de meilleurs atouts pour être dans une position au niveau local. Donc, il faut savoir exactement où on appartient. Si on n'appartient pas quelque part, il faut bouger. Voilà. Mais en tout cas, je veux inviter tout le monde. Je veux inviter les jeunes du RNI en ce moment qui participent à nos événements, surtout toi, Marwan, tu es plus qu'invité. Et aussi, on serait très content de pouvoir organiser un événement au Maroc pour pouvoir montrer aussi comment on fonctionne. Je pense que c'est des dynamiques très intéressantes et qui permettent justement que des gens jeunes puissent atteindre ce genre d'objectifs. En tout cas, les jeunes Marocains seront heureux de vous accueillir et d'échanger avec vous et de construire des pans de dialogue, mais aussi des pans vers des actions concrètes qui visent à rapprocher davantage l'Union européenne et l'Union africaine. De surcroît aussi le Maroc, qui fait partie intégrante de l'Union africaine. Vous êtes en contrat sur le soutien de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. Que pensez-vous, Stéphane? On ne vous entend pas, Stéphane. Vous avez le micro, Oui. Ça attend. D'accord. Merci, Monsieur Carlo, aussi pour partager vos expériences qui sont déjà assez vastes et vous connaissez vraiment beaucoup de monde. Et félicitations à EDS aussi qui font un très bon travail. Donc, je pense le plus important mot qui a été mentionné, c'est l'intégration. Et je pense que ça, c'est le plus important de cette expérience que nous avons tous ensemble. Donc, malgré un environnement qui n'est pas facile, surtout dans le secteur, et vous avez dit, le secteur des santé qui est bien ou très fortement touché, mais aussi le secteur de l'éducation qui a beaucoup de problèmes en ce moment. Donc, voilà, donc ce sont les challenges, les défis que nous avons maintenant. Et voilà, donc, c'est difficile, mais voilà. Marwan, vous avez aussi des questions pour moi? J'ai des questions que les gens se posent par rapport à la Fondation, si elle octroie des bourses pour les étudiants marocains pour faire des études en Allemagne. Est-ce qu'il y a un programme de bourse au niveau de la Fondation? Bien sûr, ça existe. Ce sont pour les universités en Allemagne. On n'a pas encore un programme européen, donc, mais il y a un programme en Allemagne. Donc, sur notre site cas.de, vous pouvez trouver des informations sur les bourses en Allemagne. Donc, ça existe. Ce sont des collègues au siège qui organisent ça. Donc ça existe. Alors, j'ai une autre question pour vous, Stéphane. Il y en a un qui me posait la question, comment la Fondation
Konrad Adenauer, une fondation allemande, peut contribuer au rapprochement générationnel des jeunes Européens et des jeunes Marocains? Bon, à travers je pense, les programmes qui sont les plus forts, ce sont des programmes de dialogue et d'échange. Donc, ça veut dire, on organise des visites des jeunes Marocains en Europe, surtout en Belgique et en Allemagne, mais aussi des visites des jeunes Européens qui sont venus, qui viennent ici. Je me souviens bien, l'Institut Robert Schuman a fait une visite l'année passée. On a échangé avec une délégation des jeunes au début de cette année. Donc, espérons que les voyages et les frontières seront ouverts bientôt et comme ça, on peut continuer ce programme. Eh bien, Stéphane, dernière question. Quelle programmation d'événements pour la Konrad dans un contexte de Covid? Pour le moment, comme nous sommes une fondation politique, donc ça veut dire surtout nous travaillons sur la formation, la sensibilisation et comme un think tank sur l'analyse, c'est l'analyse de la situation. Donc, comment trouver les meilleures solutions, surtout pour les jeunes, de s'adapter à cette situation. Le marché du travail, c'est le plus important et comment on peut trouver. Même avant, on a déjà parlé sur la digitalisation au Maroc et on a constaté, 60% des élèves dans les écoles vont travailler dans un monde de travail où la profession n'existe pas encore. Donc, ils vont travailler dans un travail ou dans un boulot qui n'est pas encore bien défini. Et je pense, avec la situation actuelle, on peut dire même plus des travails qui nous ont. Donc, qui a pensé à Zoom ou à GoToMeeting avant cette crise? Donc toutes les choses qui ont rapidement changé le marché du travail sont devenues réalité dans 2 semaines. Donc, on va voir comment on peut s'adapter. Et la Fondation Konrad Adenauer, nous essayons de faire des analyses et de trouver des solutions, travailler avec les gouvernements et la société civile dans ce domaine. Merci Stéphane. Un mot de clôture, Carlo? Oui, quand j'ai reçu l'invitation, enfin, et surtout les 2 derniers jours où j'ai pensé un peu plus à ce que je pouvais dire dans ce webinaire, j'ai pensé que c'est important de parler aussi de ce qui vient de se passer avec les 2 astronautes transportés par SpaceX et qui sont rentrés finalement dans la Station spatiale internationale. C'est une histoire de vrai succès de la recherche, du partenariat entre le public et le privé, qui doit être prise comme un exemple de comment faire, pourquoi on doit miser, premièrement, sur le partenariat entre le public et le privé, deuxièmement, sur la recherche. Des possibilités économiques d'investir sur des missions scientifiques comme celles qui vont être menées à terme dans la Station spatiale internationale, enfin qui se sont menées déjà pendant les dernières 21 années, seront très importantes pour l'économie et donneront des opportunités, des possibilités aux plus jeunes qui vont leur donner beaucoup plus de sûreté dans le marché du travail que plutôt d'aller chercher des positions de travail, des postes de travail dans des secteurs moins sûrs et en tout cas qui peuvent être atteints par une épidémie comme ça à n'importe quel moment. C'est important pour les pays de miser sur la recherche. On ne peut pas avoir une croissance économique réelle sans investir dans le domaine de la recherche. On peut faire beaucoup pour le secteur service, le secteur primaire, mais sans recherche, les pays ont bien peu d'opportunités. Il faut innover, il faut faire de la recherche. Je pense que l'être humain est quand même un être très imaginatif et qui est capable de trouver beaucoup de solutions, mais sans investissement derrière, ce ne sera pas possible. C'est important qu'on n'oublie pas la recherche dans une période de crise économique, ce qui malheureusement
est très souvent le cas. Quand il y a une crise, on laisse de côté la recherche et ce n'est pas possible. Il faut aussi, non, on ne peut pas non plus laisser de côté les organisations qui font la promotion des valeurs démocratiques, parce que c'est seulement avec la sûreté juridique qui donne un état de droit et avec la sûreté qui donne aux citoyens une démocratie qu'on pourra tous ensemble sortir de cette terrible crise où on est en ce moment. Donc, je pense que le travail de la Fondation Konrad Adenauer, le travail que nous faisons de ton côté avec le RNI, de mon côté avec EDS, c'est plus important que jamais. On doit donner une stabilité politique pour que l'État puisse investir dans la recherche, dans l'éducation, l'État puisse investir aussi dans les infrastructures, qui puisse donner, en fin de compte, les moyens à ces citoyens de pouvoir se développer individuellement, personnellement, et que l'économie puisse croître, puisse donner un travail aux personnes qui, à la fin des comptes, c'est la meilleure politique sociale qu'il y a. Et voilà, c'est un peu mon message final. Et aussi, que j'espère très, très bientôt, on pourra voyager, les frontières seront ouvertes et que le prochain webinaire qu'on fera ensemble sera à Rabat et que je pourrai faire cet échange personnellement avec vous tous. Merci, Carlo. Stéphane, vous souhaitez dire un mot de clôture également? Juste brièvement, donc merci Monsieur Carlo et merci Marwan pour cette initiative et pour ce programme. Donc, tous les plus importantes choses sont dites. Merci. Merci à vous, Carlo. Merci, Stéphane. Au nom de toute l'équipe Moroccan Millennium Leaders, on vous remercie. Moroccan Millennium Leaders est une association de jeunes citoyens marocains, une ONG indépendante qui vise à la promotion du leadership et de la citoyenneté au Maroc. Nous vous remercions pour votre temps, votre bienveillance et nous vous souhaitons excellente soirée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.